حيا الله شباب، نتقابل اليوم كالعادة في كوريكسيون تاع دوفوار دو سانتيز نيميرو 2 تروازيام مات سيونس. وقبل ما نشوفوا كوريكسيون نشوفوا اللين على الدرايف نتاع لينونسي نهبطوها نخدموا ومن بعد نشوفوا كوريكسيون. Bon, voilà, نبداو الشيمي l'exercice 1. Donc on vous dit que l'oxydation ménagée par le dioxygène de l'air en présence de cuivre chauffé en rouge d'un alcool A se fait en deux étapes. Dans la première étape, on obtient un composé B1 qui donne un précipité rouge brique avec la liqueur de Filling. La liqueur de Filling remplace le réactif de Schiff. Puis, en deuxième étape, on obtient un composé B2 de formule générale CnH2nO2. Ça nous rappelle la formule brute d'un acide carboxylique. Sachant que B2 contient 1,1% d'hydrogène, déterminer la nature et la formule brute de B2, la nature et la formule brute de B1, c'est-à-dire notre aldéhyde, la formule brute et la classe de l'alcool A, et déterminer les formules semi-développées possibles correspondant à A, c'est-à-dire à cette formule brute. Voilà. Commençons maintenant par la première question. Donc B2 est un acide carboxylique, donc sa formule brute c'est NH2nO2. Pourcentage d'hydrogène par définition c'est la masse d'hydrogène sur la masse molaire moléculaire fois 100. La masse d'hydrogène c'est égal 2n grammes sur la masse grand M 12n plus 2n plus 16 fois 2 32, donc 14n plus 32 fois 100. 9,1, donc n égale à 4. Formule c'est 4H8O2. B1 étant un aldéhyde, donc sa formule brute c'est NH2nO, donc c'est 4H8O. L'alcool A, donc A est un alcool, formule brute c'est NH2n plus 2O, c'est-à-dire C4H10O. L'oxydation ménagée se fait en deux étapes, donc A est un alcool primaire. Et les formules semi-développées possibles correspondant à cette formule brute. Donc, vous avez quatre formules semi-développées, le butane 1-ol, le butane 2-ol et le 2-méthylpropane 1-ol et le 2-méthylpropane 2-ol. La question maintenant 2, on chauffe l'alcool A en présence d'acide sulfurique concentré à 180 degrés Celsius. On obtient un composé CHN ramifié qui décolore l'eau de brome. Donc, c'est un alcène. Et là, on est en train de réaliser la déshydratation intramoléculaire de l'alcool A. Déterminer la formule semi-développée et le nom de l'alcool A. Donc, la formule semi-développée de l'alcool A, puisqu'on a dit que l'alcène est ramifié, donc forcément l'alcool A, puisque c'est un alcool primaire, est ramifié. Parmi la liste, l'alcool qui est ramifié est un alcool primaire, c'est le 2-méthyl, ça c'est le 2-méthylpropane 1-ol. Voilà, la question petit b maintenant, écrire les équations des réactions permettant de passer donc de l'alcool à B1, puis de B1 de l'aldéhyde à l'acide carboxylique en donnant les noms des aldéhydes de l'aldéhyde B1 et de l'acide carboxylique B2. Voilà, donc l'oxydation ménagée en présence de l'oxygène de l'air, donc l'alcool C4H8O2 réagit avec O2 pour donner donc C4H8O2 plus 2H2O. Donc le B1 c'est le 2-méthylpropanal et on passe maintenant de l'aldéhyde B1 C4H8O2 plus O2 donne C4H8O2 plus 2H2O, bien évidemment là vous équilibrez, et le B2 c'est l'acide 2-méthylpropanoïque. Voilà. Troisième question maintenant, déterminer la formule sous-développée, le nom et la classe d'un alcool A' isomère de A qui donne par déshydratation intramoléculaire le même composé C. Donc l'alcool A seconde, A' plutôt, puisqu'on a dit que C est un alcène, donc A' est l'alcool isomère ramifié, puisque l'alcène est ramifié. Donc l'alcool isomère ramifié qui donne le même alcène, c'est forcément l'alcool tertiaire, c'est-à-dire le 2-méthylpropane 2-ol. Vous remarquez très bien que si vous réalisez la déshydratation intramoléculaire de cet alcool, vous trouvez sans souci donc l'alcène ramifié, le 2-méthylpropène. Et finalement, la question 4, on réalise l'oxydation ménagée d'un autre isomère A seconde de A. Le produit obtenu donne un précipité jaune avec l'ADN pH et ne réussit pas le réactif de Schiff. Déterminer la formule semi-développée de l'alcool A seconde. Donc là, vous obtenez un produit qui est l'acétone et par conséquent A seconde est un alcool tertiaire, donc c'est le butane 2-ol. Voilà. Passons maintenant à l'exercice 2.
Donc, soit C4H8O2, la formule brute d'un acide carboxylique aliphatique saturé, donnez la formule semi-développée et le nom de tous les isomères correspondant à la formule brute A. Donc, vous avez l'acide butanoïque et l'acide 2-méthylpropanoïque. La question 2, maintenant, on fait réagir l'un des isomères notés A' avec un alcool B. Quel est le nom de cette réaction chimique? Précisez ses caractères. Donc, on a dit qu'il s'agit d'une réaction d'esterification caractérisée par une réaction qui est lente, limitée et athermique. La question suivante maintenant. Donc, le produit C obtenu au cours de cette réaction a pour formule semi-développée, donc ça c'est un ester. Donc, cette partie-là correspond à l'acide carboxylique. Donc, comme vous remarquez, c'est un acide qui n'est pas ramifié, c'est l'acide butanoïque. Et cette partie correspond à l'alcool B. Donc, vous remarquez que c'est un alcool tout d'abord primaire et il est ramifié. Donc, déterminer la formule semi-développée de B, préciser son nom et sa classe. Donc, on a dit que l'alcool B est ramifié. Donc, son nom, c'est le 2-méthylpropane-1-ol et sa classe, on a dit que c'est un alcool primaire. La question petit b, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction donc d'estérification. Donc, acide carboxylique plus l'alcool donne de l'eau, donc double flèche, n'oubliez pas, plus notre acide. Voilà. La question suivante. On prépare deux solutions S1, S2 de même concentration C égale 10-2. S1 est une solution d'acide A' de pH égale 3,4 et S une solution d'acide chlorhydrique pH égale 2. Exprimez à quoi est due cette différence de pH. On vous rappelle que la concentration de H3O+ est égale à 10 puissance moins pH. Donc, cette différence est due en fait que vous avez une différence de concentration entre les ions H3O+ dans S1 et les ions H3O+ dans S2. Ce qui montre que l'ionisation de A' dans l'eau est limitée alors que l'ionisation de HCl dans l'eau est totale. Par conséquent, on vous demande donc d'écrire l'équation de dissociation ionique de A' dans l'eau. Donc l'équation d'ionisation, donc elle est limitée, donne H3O+ plus l'ion alcanoate, c'est-à-dire l'ion butanoate. Voilà. La question 5 maintenant. Une masse M d'aluminium est totalement attaquée par la solution aqueuse de A'. Il se dégage un gaz de volume V égale 500 ml. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu. Donc j'ai utilisé là l'écriture en formule brute. Donc vous avez l'acide carboxylique plus l'aluminium donne le dihydrogène plus le butanoate d'aluminium. Et là, on a équilibré cette équation-là. Donc 6, 2, 3 et là, vous avez 2. Vous pouvez utiliser l'écriture ionique en remplaçant donc l'acide carboxylique par H3O+, plus C4, plus C4H7O2-. Et là, vous aurez plus aluminium donne 3H2 plus le 6H2O plus 2Al3 plus 3 fois C4H7O2. Voilà, comme vous voulez. La question suivante maintenant, déterminer la masse M d'aluminium utilisée. Donc, on a dit que l'aluminium est totalement attaqué. Donc, la masse d'aluminium est égale par définition au nombre de moles d'aluminium fois la masse molaire. Donc, d'après l'équation, nombre de moles d'aluminium sur 2 égale nombre de moles de H2 sur 3. Donc, le nombre de moles d'aluminium est égal à 2 tiers nombre de moles de H2 fois la masse de l'aluminium. Donc, masse d'aluminium égale 2 tiers volume sur volume molaire, c'est un gaz, fois MAL. Application numérique, donc on trouve masse d'aluminium égale 93,75 10 puissance moins 3 grammes. Passons maintenant à l'exercice 3, document scientifique. Donc, on parle de l'arôme d'ananas. Donc là, vous prenez votre temps pour lire, si vous voulez, ce petit texte. Et la question, premièrement, rappeler la formule générale des esters. Formule générale des esters, on a dit que les esters sont caractérisés par R, C, liaison O, R'. Voilà. R provient de l'acide carboxylique, R' provient de l'alcool, si vous voulez. Et la question 2, relever du document les noms des esters qui entrent dans la composition de l'arôme d'ananas. Donc, on lit dans l'énoncé. Donc, l'éthanoate d'éthyle et le butanoate d'éthyle. Voilà les deux esters qui entrent dans la composition, si vous voulez, de l'ananas, de l'arôme d'ananas. Donc, le butanoate d'éthyle et l'éthanoate d'éthyle. Et la question
suivante, troisièmement, écrire l'équation de réaction de synthèse du butanoate d'éthyle à partir de l'acide et l'alcool correspondant. Voilà. Donc là, vous avez C4H8O2 plus C2H6O donne H2O plus C6H12O2. Voilà. Ça, c'est notre ester, le butanoate d'éthyle. Donc ça, c'est l'acide carboxylique, c'est-à-dire l'acide butanoïque. Et ça, c'est l'éthanol, si vous voulez. La question petit b maintenant, on vous demande de nommer cette équation, donner le nom et les propriétés de cette réaction. Donc, il s'agit d'une réaction d'esterification caractérisée par le fait que c'est une réaction lente, limitée et athermique. Voilà la partie chimie. Passons maintenant à la partie physique. Commençons par l'exercice 1. Donc, c'est un exercice qui résout, si vous voulez, un problème de mouvement un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc, dans un repère OI, un mobile M est muni d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Figure 1 représente les variations de l'abscisse X en fonction du temps. Sachant que la loi horaire qui régit le mouvement du mobile X égale à XM sinus oméga t plus phi de X, montre que l'abscisse X du mobile et sa vitesse V vérifie la relation V carré égale à oméga carré XM au carré moins X carré. C'est la relation, on a appelé cette relation l'indépendante du temps. Voilà. Donc, maintenant, la relation indépendante du temps. Donc, on va partir à partir de l'expression x égale à xm sinus oméga t plus phi de x. La vitesse étant égale à la dérivée de x par rapport au temps est égale à oméga xm cosinus oméga t plus phi de x. Donc, x carré égale v carré égale. Par la suite, donc vous avez x carré égale à xm carré, v sur oméga carré égale à xm carré. On va faire la somme des deux expressions. Donc, on trouve l'expression demandée, l'indépendante du temps. Voilà. La question 2, maintenant, on vous donne la figure 2. Donc, v carré en fonction de x. Si on a représenté v carré en fonction de x carré, on trouve une droite affine de pente négative. Mais là, on vous donne la représentation de v carré en fonction de x. C'est une parabole de concavité dirigée vers le bas. Le terme A est négatif. La question petit a, déterminer les valeurs de l'amplitude xm et de la pulsation oméga. Donc, xm, donc d'après la courbe, vous avez, lorsque v est égal à 0, d'après cette expression-là, v égale à 0, c'est pour x égale à xm, ou bien x égale à moins xm. Donc, on peut lire directement la valeur de xm est égale à 0,04 mètres. Donc, xm égale 0,04 mètres, c'est-à-dire 4 cm. Maintenant, pour déterminer oméga, donc là, vous avez v max au carré est égal à oméga au carré fois x max au carré. Donc, v max carré est égal à 0,16. Donc, on peut déterminer directement oméga égale v max sur x max. V max au carré, on a dit qu'il est égal à 0,16. Donc, v max égale à sin de 0,16. Donc, soit oméga égale à 10 radians seconde moins 1. La question suivante maintenant, déterminer la valeur de la phase initiale phi de x. Donc, on va utiliser, si vous voulez, la courbe AT égale à 0, vous avez x est égal moins x max sur 2. Voilà. Donc, AT égale à 0, x est égal à moins x max sur 2. Et la vitesse est négative, puisque la courbe est décroissante. Vitesse dérivée de x par rapport au temps, c'est la vitesse. AT égale à 0, donc c'est négatif. La fonction décroissante. Donc, v est négatif. Moins x max sur 2 égale à x max sinus phi de x. Donc, on a remplacé t par 0 dans l'expression de x de t. Et v est égal à oméga x max cosinus phi de x. C'est la vitesse at égale à 0, négative. Donc, sinus est égal à moins 1 et cosinus négatif. Donc, phi x égale à moins 5 pi sur 6 radians. Voilà. Maintenant, passons à la question C. On déduit l'expression de l'équation horaire V de t, c'est-à-dire l'expression numérique. Donc, pour déterminer l'expression numérique, donc on a dit que V est égal à V max cosinus oméga t plus phi de x. V max étant égal à 0,4, donc V max carré égale 0,16, V max est égal à racine de 0,16, 0,4, cosinus oméga 10 fois t moins 5 pi sur 6, il est phi de x.
Si vous voulez donner cette expression en fonction de sinus, donc on va ajouter pi sur 2, donc on aura v de t égale 0,4 sinus 10t moins pi sur 3 avec t en secondes et v en mètres secondes moins 1. La question suivante, petit d, à quel instant le mobile passe-t-il pour la première fois par le point d'abscisse x est égal à 0? Donc comme vous le voyez, donc x est égal à 0, donc on peut lire sur le graphique, mais on n'a pas, si vous voulez, cette valeur-là avec précision. Donc, on va adopter les calculs analytiquement. Donc, à quel instant? Donc, on va prendre l'expression de x en fonction du temps et on note x est égal à 0. Donc, x est égal à xm sinus de pi sur t, t moins 5 pi sur 6 est égal à 0. Donc, sinus est égal à 0. Donc, 2 pi sur t fois t indice k moins 5 pi sur 6 est égal à kpi. Autrement dit, donc t indice k est égal à finalement k plus 5 sixièmes fois t sur 2. Pour la première fois, c'est-à-dire là, vous avez k est égal à 0, donc on aura t1 égale à 5t sur 12, avec t est égal à 2 pi sur oméga, oméga étant égal à 10, donc t est égal à 0,2 pi. On remplace t par son expression, donc on trouve t1 égale 0,262 secondes. Voilà. La question E, maintenant, est représentée sur la figure 1, la courbe de variation de V de t. Donc, la courbe de variation de V de t, vous avez à t égale à 0, on peut utiliser l'indépendant du temps pour déterminer V0, puisqu'on a dit que V0 est négatif, donc moins oméga xm racine de 3k. Donc, on remplace dans cette expression x par x max moins x max sur 2, à t égale à 0, donc x égale à moins x max sur 2. On trouve moins 0,346, ou bien on utilise l'expression de V de t en remplaçant t par 0, donc on trouve la valeur de V0. Puis on va représenter V0, V en fonction du temps, donc à t égale à 0, V est égal à V0, donc négatif, égal à moins 0,346. Rappelons que V max est égal à 0,4. Et là, vous avez la courbe de V en fonction du temps, donc quadrature avance de phase par rapport à l'élongation x. Voilà. Passons maintenant à l'exercice 2. C'est un exercice qui traite le mouvement rectiligne, un mouvement rectiligne, l'étude dynamique. Donc, vous avez un système constitué par un chariot C qui est entraîné par un solide S2 et lui-même entraîne le solide S1 à travers deux poulies P1 et P2 de masse négligeable et les deux fils F1 et F2 attachés au chariot sont des fils inextensibles de masse négligeable. Voilà, l'angle d'inclinaison alpha est égal à 30 degrés et on vous donne les masses M1, M2 et la masse du chariot étant égale à 6 kg. Voilà. Faire le bilan des forces extérieures appliquées sur chacun des systèmes suivants, chariot solide S1 et solide S2, puis représenter toutes ces forces sur la figure 3. Voilà. Donc, système chariot, vous avez le poids du chariot, la réaction du plan incliné, la tension du fil F1, la tension du fil F2, T2'. Le solide S1, vous avez le poids P, la tension T1' du fil F1 et le système solide S, vous avez le poids du solide S2 et la tension du fil donc T2, voilà, là, puisqu'on a appelé T2', T1', donc là, on va remplacer T1' par T1, et là, vous avez T1. Voilà. Donc, vous avez donc T1, P1, P2, T2, T1', T2', et la réaction R et le poids. Voilà les forces qui s'exercent sur chaque élément du système global. La question 2 maintenant. À la date t égale à 0, les deux solides et le chariot sont abandonnés à eux-mêmes au même instant et sans vitesse initiale à partir d'un point O pris comme origine des espaces, voire figure 3. Voilà l'origine des espaces. Exprimer l'accélération A du chariot C en fonction de M, M1, M2, G et alpha. Puis calculer sa valeur. Donc là, pour exprimer l'accélération A du chariot, donc on va commencer tout d'abord par dire que les deux fils sont inextensibles, F1 et F2. Donc par conséquent, vous avez A1 égale à A2 est égal à A. Et les poulies de masse négligeable
Donc, vous avez T2 est égal à T2' et T1' est égal à T1. Puis, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique au centre de gravité de chaque système. Donc, au système solide S1, donc vous allez P1 plus T1 égale à M1 fois A. On projette cette relation sur l'axe X', donc on trouve moins P1 plus T1 égale à M1 fois A, soit T1 égale à M1A plus M1G. Je vais appeler cette relation la relation 1. Et la relation précédente, c'est la relation 4. Système solide S2 maintenant. P2 plus T2 égale à M2 fois A. Donc, on projette sur l'axe X', donc P2 moins T2 égale à M2 fois A. Donc, T2 égale à M2G moins M2A. J'appelle ça la relation 2. Et le système chariot, vous avez P2, P plus R plus T1' plus T2' est égal grand M fois A. On projette sur l'axe X'. Donc, on aura moins P sinus alpha moins T1' plus T2' est égal à grand M fois A. Voilà, grand M fois A. Donc, soit donc T2' moins T1' moins M fois G sinus alpha et grand M fois A. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser j'appelle ça la relation 3, et on va utiliser la relation 1, 2, 3 et la relation 4. Donne donc M2 fois G moins M2 fois A moins M1 fois A moins M1 fois G moins grand M G sinus alpha est égal à MA. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé T2' par T2, puisqu'on a dit que T2' est égal à T2. Donc, on a remplacé T2' par cette expression et T1' par cette expression. Donc, on regroupe les termes en A. Donc, on aura A est égal à M2 moins, parenthèse, M1 plus grand M sinus alpha sur la somme des masses fois G. Application numérique, donc on trouve A est égal à 2,5 mètres secondes moins 2. La question suivante maintenant, préciser la nature du mouvement de chacun des systèmes chariots solides S1 et solide S2. Puisqu'on a dit que l'accélération A des trois systèmes est la même, est égale à une constante non nulle, et le mouvement est un segment de droite, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié des trois systèmes. La question suivante maintenant. 4. Calculer les intensités T1 et T2 des tensions des deux fils F1 et F2. Donc, on a l'expression des tensions T1 est égale à M1 facteur de A plus G, application numérique égale 37,5 newtons, et T2 égale à M2 fois G moins A, application numérique, donc égale 82,5 newtons. La question 5 maintenant, donner la loi horaire du mouvement du chariot. Donc, on a dit que le mouvement du chariot est un mouvement rectiligne uniformément varié, donc est égal à 1 demi x égale à 1 demi a t carré. On remplace a par sa valeur 2,5 mètres seconde moins 2, donc 1,25 fois t au carré. La question suivante, détermine la distance OA parcourue par le chariot à l'instant de date T1 égale à 2 secondes. Donc, on va remplacer dans cette expression l'instant T par T1, donc égal à 2 secondes. Donc, on aura OA égale à X égale à 1,25 fois T au carré, 2 au carré, égale à 5 mètres. La question petit c, on déduit la valeur de sa vitesse VA au même instant de date T1 égale à 2 secondes. Voilà, donc la vitesse V est égale à A fois T, donc VA égale à A fois T1, 2,5 fois T1 au carré fois T1, c'est-à-dire 2 au carré, égale à 10 mètres seconde moins 1. Voilà. Ça, c'est la vitesse. Voilà. La question suivante maintenant. Grand 2. À l'instant de date T égale à 2 secondes, le fil F2 est rompu. Évaluer la nouvelle valeur de l'accélération A' du chariot. Donc, le fil F2, c'est-à-dire cette partie-là, n'existe plus maintenant. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de refaire tous les calculs. On va reprendre l'expression de l'accélération. Voilà, cette expression-là. Et on va supprimer, si vous voulez, le terme M2. Tout se passe comme si vous avez M2 est égal à 0. Donc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on aura A' égale à moins la somme M1 plus M sinus sur M1 plus grand M. Voilà. Donc, A' est égal à moins
Donc M plus M sur grand M 1 plus grand fois G. Application numérique égale à moins 6,66 mètres secondes moins 2. Voilà. La question suivante. On déduit la nature du mouvement ultérieur du chariot. Donc, puisqu'on a trouvé que A' est égal à une constante non nulle, de plus, vous avez A' fois V est négatif, donc le mouvement du chariot est rectiligne uniformément retardé. La question suivante. On déduit la nature. Troisièmement, calculer la distance AB parcourue par le chariot avant qu'il ne rebrousse chemin. C'est-à-dire, il va rebrousser chemin lorsqu'il est en position B. C'est-à-dire, VB est égal à 0. Donc, on va appliquer la relation indépendante du temps, puisque le mouvement rectiligne uniformément varie. Donc, VB au carré moins VA au carré est égal à 2A' fois AB. Comme VB est égal à 0, donc le chariot va s'arrêter et rebrousse chemin. Donc, on aura AB égale à moins VA au carré sur 2A'. Donc, AB égale à 7,5 mètres. Voilà. La question suivante maintenant. 4. Le solide S2 est supposé maintenant ponctuel, sachant qu'à l'instant de date T est égal à 2 secondes, il se trouvait à la hauteur H égale à 2 mètres du sol. Décrire le mouvement de S2 après la rupture du fil. Justifie votre réponse. Donc, le solide S2 est en mouvement de chute libre maintenant. Il n'est soumis qu'à son poids. Donc, P2, le poids du solide S2. Donc, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique au solide S2. Donc, P2 égale à M2 fois A. P2 est égal à M2 fois G égale à M2A. Donc, A est égal à G égale à une constante non nulle. Conclusion, le solide S est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, c'est le mouvement de chute libre. Voilà. La question petit b maintenant. Déterminer la valeur de la vitesse V2 du solide S2 ainsi que la date T2 de son arrivée au sol. Donc, pour déterminer sa vitesse lorsqu'il percute le sol, donc on va utiliser l'indépendant du temps. Donc, V2 au carré moins VA au carré égale à 2GH, 2AD, donc 2GH. Donc, V2 est égal à racine carrée VA au carré plus 2GH, soit V2 est égal à 11,83 mètres secondes moins 1. Et pour calculer la date T2 de son arrivée au sol, donc on a V est égal G fois T2 moins T1. Donc, T1, c'est le retard, c'est-à-dire l'instant où le fil est rompu, plus VA. Donc, on trouve T2 est égal à V2 moins VA sur G plus T1, soit T2 égale à 2,183 secondes. Voilà, merci pour votre attention. À la prochaine fois, نتقابلوا إن شاء الله مرة قادمة. بالسلامة.